Bonjour ou bonsoir à toutes et tous. Je pense qu'avec la couverture de la vidéo, vous avez compris que dans cette vidéo, je vais vous annoncer que Marinella et moi allons au Maroc. Passons par le Maroc pour être plus précis, on n'a pas changé nos plans. Nos plans qui consistent à aller nous installer au Mexique, mais c'est à plus long terme. Et que vous allez avoir la possibilité, si vous le souhaitez, de participer à une partie de ce voyage au Maroc. Je vais vous raconter tout ça, mais je profite de l'occasion pour revenir sur ma carrière de guide ornithologue qui a commencé, on va dire, au Maroc. Je vais vous donner plus de détails. Et nous allons également parler des oiseaux du Maroc quand même, en particulier des endémiques, de la classification. Et donc même si vous n'avez pas l'intention de voyager dans ce pays en 2024, vous y trouverez des informations, à mon avis, très intéressantes, des sources, des idées et des voies à suivre si vous voulez creuser certaines informations sur, évidemment, nos amis emplumés. Je vais commencer par vous dire que, en réalité, mon tout premier voyage guidé avait eu lieu en août 92, ou 92 pour les Belges comme moi, dans les Alpes. Nous logions en Autriche et en Italie, et on a cherché les oiseaux de montagne. Ce voyage a été un succès. J'ai rencontré un homme qui était plus expérimenté que moi quant à l'observation des oiseaux, je peux le nommer, il n'y a pas de secret, il s'appelle Hugues Dufourny, et il m'a proposé que nous organisions ensemble au voyage au Maroc, et nous l'avons fait en avril 93. Ça a été un autre succès, et je suis tombé amoureux du Maroc, où j'avais été 2 fois entre-temps avec Hugues pour découvrir, pour apprendre à guider là-bas, en décembre, janvier, et puis en février, donc qui précédait le voyage en question, pour l'organiser. Depuis, j'y ai guidé plus de voyages que partout ailleurs au monde, sauf en Ouganda, où j'ai habité près de 4 ans. Hormis l'Ouganda et la Belgique, je pense que le Maroc est le pays que je connais le mieux. C'est le seul pays sur lequel j'ai écrit un livre. Je vous le montre ici à l'écran. Je l'ai coécrit avec Jacques Franchimont. C'est moi qui ai fait les textes principaux sur les oiseaux et Jacques a fait toute l'introduction et la mise en page puisque c'était le directeur du projet. Donc en 2002, le livre a été préparé. On a pris des photos avec mon ami Gilles Willem sur le terrain. Et puis, il a été distribué gratuitement dans des établissements marocains destinés à l'éducation, des écoles, des bibliothèques, etc. Et puis, il a été publié sous forme d'un livre commercial en 2010. C'est aussi le seul pays où j'ai été membre et même fondateur du comité d'homologation des oiseaux rares. Ici, c'est Patrick Bergier qui a ce blog. Il l'écrit en anglais, mais tout évidemment est aussi disponible en français. Et je vous montre que ce comité a été créé en 1995. Et vous voyez, je suis cité dans les auteurs du rapport, du premier rapport, alors qu'en fait je n'ai pas écrit une ligne, mais on m'avait mis auteur parce que j'avais créé le truc, notamment la liste des oiseaux à soumettre à homologation, et tout le règlement, le fonctionnement. J'ai été membre 10 ans, puis je me suis retiré parce que depuis environ 2006, je ne voyage plus au Maroc. Donc ça fait 18 ans que je n'ai plus été au Maroc. J'ai dû y guider 15-16 groupes, plus des voyages, je dirais, indépendants, où j'ai visité tout le pays, mais vraiment tout le pays. Je crois que c'est le seul grand pays où j'étais partout comme ça, depuis la frontière algérienne, même le petit coin de Figuig, jusqu'à la frontière mauritanienne du côté de Dakhla, d'Aoussert. Donc, c'est vraiment un pays, évidemment, que j'aime beaucoup, et y retourner me donne de grandes émotions. Ça va être un moment exceptionnel, d'autant plus exceptionnel que peut-être que je n'y retournerai plus jamais, qui sait. En tout cas, une fois qu'on sera installé au Mexique, il faudra certainement des années pour que nos activités se développent, qu'on puisse avoir les moyens, etc. Si nos activités se développent, on va prendre des vacances pour aller au Maroc. Si on a l'occasion de voyager encore, ce qui n'est pas certain, ce qui n'est pas mon but, je vous ai dit d'ailleurs dans une vidéo que je voudrais bien arrêter de voyager, en tout cas de voyager autant certainement.
Et si on fait un voyage, on ira sans doute dans un pays qu'on ne connaît pas, ou alors qu'on ira aux Philippines, rendre visite à la famille de Marinella. Évidemment, après des années, elle aura sans doute envie de revoir en particulier sa maman. Et donc la possibilité, la probabilité que nous retournions au Maroc est faible. Et donc, passer au Maroc est une chance pour moi exceptionnelle, c'est quelque chose de spécial. Je vais pouvoir montrer un de mes pays préférés à Marinella, revoir des oiseaux comme la magnifique rubiette de Moussier, c'est le nom qu'on lui donnait quand j'ai commencé l'ornithologie, maintenant on l'appelle rouge-queue de Moussier. Je trouve ça dommage, j'aimais bien le nom de rubiette. Et je ne l'ai plus vue depuis 2006, effectivement. Et donc, ce sera fantastique de pouvoir la revoir et de la prendre en photo si possible et peut-être publier une page sur elle. Il y a plein d'autres oiseaux que j'ai envie de voir ou revoir au Maroc, enfin surtout revoir, parce que j'ai vu quasiment tout ce qu'il y a dans ce pays, hein. Il n'y a aucune coche entre les guillemets possible. Et je voulais profiter pour vous montrer un blog qui est quand même sympa, Maghreb Ornitho, qui est bilingue. Il est plus anglophone que francophone, mais les textes sont traduits en français la plupart du temps. C'est fait par un Marocain, que je sache, et je vous recommande d'aller voir ce blog. On y montre les oiseaux endémiques du Maghreb, et je vais en profiter pour vous en parler en quelques mots. Je ne suis pas d'accord avec tout ce qui est dit dans le blog, enfin il n'y a pas de faute à proprement parler, mais des points de vue discutables, mais qui vous donne une idée des oiseaux que je vais aller voir et revoir, je devrais dire revoir et photographier si possible, au Maroc. Avec vous, si vous souhaitez donc nous accompagner, vous allez voir que je vous propose des conditions tout à fait exceptionnelles, aussi exceptionnelles que mon passage dans ce pays. Alors, il parle de la chouette du Maghreb. Effectivement, la chouette hulotte qui vit au Maghreb a été séparée en une espèce distincte, Strix mauritanica. Elle n'est pas facile à voir, mais elle est un peu plus facile à voir que la chouette hulotte à mon avis. Et donc, j'aimerais vraiment bien la photographier, ça fait partie des objectifs. Elle a une voix différente. C'est assez frappant quand on la connaît bien, comme moi qui est en couple de chouettes hulottes dans le jardin chez mes parents, en Belgique. Et la voix est évidemment essentielle pour les nocturnes, comme je l'ai dit dans des vidéos récentes. Alors, le pic de Levaillant, qui s'appelle plutôt le Valence Woodpecker plutôt que Maghreb Green, mais enfin bon, voilà, c'est pour ça que je dis, c'est des petits détails dans le blog avec lequel je ne suis pas d'accord. C'est le pic vert, si vous voulez, d'Afrique du Nord, qui est quand même assez différent du pic vert. Et donc, évidemment, ce serait sympa de le voir. Alors, assez nouveau, comme split, comme disent les Anglais, comme séparation, c'est la pie d'Afrique du Nord ou du Maghreb, qui était séparée de la pie bavarde. Je dois dire que depuis que j'y guide en 93, on la regarde toujours très bien, parce que d'abord c'est un oiseau qui n'est pas si commun, c'est pas du tout comme chez nous. Et il y a là une jolie tache bleue sur les parotiques, et donc même sans la considérer comme une espèce distincte, à l'époque on voulait la voir pour le plaisir. De plus, sa voix est assez différente, mais on a remarqué que la voix est très différente dans le sud et moins différente dans le nord, et donc il se pourrait qu'il y ait peut-être un jour une division en sous-espèces, ou que la taxonomie évolue encore. En tout cas, voir la pie au Maroc est très sympa. Alors là, l'alouette au scol du Maroc, il est très optimiste, c'est une population isolée en effet, et donc c'est un endémique marocain au niveau de sous-espèces. Il le dit, hein, il y a peu de chances qu'elle soit acceptée comme une espèce distincte, mais qui sait? En tout cas, je pense que l'alouette au scol va devoir être séparée en plusieurs espèces, en jour, et pourquoi pas la marocaine. En tout cas, ça vaut la peine de la voir, elle est sympa. Dans les montagnes de l'Atlas, elle est magnifique rien que dans les paysages dans lesquels on la rencontre. Alors, par contre, l'alouette du Maghreb, si je traduis Maghreb Lac, c'est en fait le cochevie à long bec ou cochevie du Maghreb. Ça, c'est très intéressant, c'est un oiseau qui a été séparé du cochevie huppé, mais là, il est bien différent. Et donc, voyager avec moi au Maroc vous permettra de découvrir son histoire, ses critères d'identification, puisque je le connais depuis donc plus de 30 ans, même si à l'époque on le regardait comme une sous-espèce du cochevie huppé. La fauvette naine a été séparée en deux, celle du Moyen-Orient et celle d'Afrique du Nord. Elle n'est pas endémique, c'est une erreur dans le blog, enfin on va dire une approximation. Elle existe dans des pays d'Afrique du Nord saharien qui ne font pas partie du Maghreb à proprement parler, peu importe.
C'est un petit oiseau très sympathique qui vit dans les déserts, comme son nom l'indique. Pas facile à voir, hein, c'est pas garanti, mais on va bien chercher. Je connais des petits coins pour l'avoir avec, disons, 80% de probabilité. Alors, malgré son nom déserticola, la fauvette de l'Atlas est très différente. On la décrirait comme intermédiaire entre la fauvette passerinette et la fauvette pitchou. Elle est colorée, sympathique, et en fait, elle niche dans les hauteurs de l'Atlas. Elle est assez difficile à voir, mais en hivernage, elle peut se rencontrer en bordure du désert, peut-être même plus loin dans le désert, dans des oasis. Et elle n'est pas toujours en plumage mâle nuptial, évidemment, dans ces circonstances, surtout au printemps, mais souvent elle reste jusqu'au mois d'avril, même début mai, et alors aller la chercher dans le Haut-Atlas, c'est un vrai plaisir. C'est pas facile, hein. C'est pas facile, mais on peut quand même parfois faire de belles observations, et avoir une belle photo fait partie de mes objectifs prioritaires au Maroc. Alors, il donne tous les endémiques du Maghreb. Évidemment, la cité El Kabyle est endémique au Maghreb, mais elle n'est pas au Maroc, elle est endémique d'Algérie. Le gobe-mouche de l'Atlas, les gens vont souvent le chercher dans le Moyen Atlas, sur ces sites de nidification, où ils ont beaucoup de mâles. En général, je parviens assez facilement à le montrer à mes groupes au mois de mai ou fin avril, dans les oasis au sud de Haut-Atlas, avant qu'ils ne traversent la montagne pour aller sur les sites de nidification. C'est souvent beaucoup plus facile justement que sur les sites de nidification. Et j'espère prendre des belles photos. Et il faut savoir que jusqu'en 2006, quand je guidais au Maroc, je n'avais pas d'appareil photo, j'ai juste commencé la digiscopie. Donc je prenais des photos avec mon télescope, que j'utilisais donc pour guider. D'ailleurs j'ai un télescope, je l'amènerai au Maroc, il sera utile pour vous montrer les oiseaux. Et je n'ai donc aucune photo de tous ces oiseaux. Donc, le rouge-queue de Moussier, la rubiette de Moussier, c'est assez répandu, mais c'est un oiseau très joli, et en objectif photographique, on est certain de le voir, mais pas certain de faire des photos plein cadre que je pourrais mettre sur Flickr, mais j'adorerais ça. Le traquet de sébum, je l'ai toujours regardé comme une espèce distincte. Je pense que j'étais un des premiers à en parler avec mon collègue Hugues Dufourny. Maintenant, il est séparé du traquet moteux. Il est considérablement différent. Et donc, évidemment, il faut le voir. C'est facile dans l'eau d'Atlas. Et alors, on en voit de temps en temps dans les déserts où il remonte de ces sites d'hivernage. Le traquet halophile, c'est un oiseau qui n'est pas facile. C'est l'ancien traquet d'œil. Il y en a encore qui le considèrent comme une sous-espèce du traquet d'œil. Mais il est assez différent puisque la femelle a un plumage terne qui peut se confondre avec d'autres traquets, pas du tout noir et blanc comme le mâle, alors qu'ailleurs, le traquet d'œil a un plumage femelle qui est similaire à celui du mâle. Et donc, c'est assez logique que ce soit une espèce distincte. Je connais des endroits près de Ouarzazate pour le voir. Alors, la bergernette du Maroc, il pense que c'est une séparation future. Moi, je l'avais déjà mis comme espèce distincte dans mes listes. C'est une bergernette grise, mais avec un plumage très différent. Le problème, c'est que si on la sépare en espèces distinctes, il y a plusieurs taxons asiatiques qui devraient aussi être séparés en espèces distinctes. Donc disons que c'est un complexe difficile à gérer, mais la bergernette du Maroc est un oiseau peu commun, assez spectaculaire pour les ornithologues, et donc il fait partie des objectifs du voyage, même si ce n'est pas officiellement une espèce pour le moment. Le roselin à ailes roses, qu'il appelle d'Afrique, effectivement c'est une séparation du roselin à ailes roses d'Asie, moi je l'appelle plutôt roselin de l'Atlas, un magnifique oiseau, tout à fait unique en son genre, et je connais deux endroits pour l'observer, là où il niche et là où il hiverne, mais je soupçonne qu'en fait il ne fait pas qu'hiverner, parce que je le vois parfois très tard dans la saison, et il descendrait en fait du Haut-Atlas dans des endroits très secs pour venir boire dans les gorges du Todra ou les gorges du Dadès. Bon, je vous raconterai ça si on voyage ensemble. Alors, il met le bec croisé du Maghreb. Eh bien, je dois dire qu'en lisant son article, j'ai été vérifié. Il a raison, c'est une possibilité. Le bec croisé des sapins, c'est actuellement sa classification, qui vit dans l'Atlas, pourrait être séparé en espèces distinctes, mais je ne connais pas bien les différences. Donc, je vous invite à aller voir ce blog, éventuellement, et vous avez donc un petit tour d'horizon des oiseaux que l'on espère observer et pour lesquels je n'ai pas de photo. Et donc, un des objectifs du voyage est évidemment de prendre tout ça en photo. Concernant le voyage,
je voudrais aussi vous montrer que le Maroc est une destination prisée des ornithologues et que les ornithologues payent beaucoup d'argent pour être accompagnés par des experts qui leur montrent ces oiseaux et leur expliquent tout ça. Et puis c'est l'occasion de parler des guides ornithologues. J'ai commencé à guider en 92. Adam Riley est un Sud-Africain que je connais personnellement, je l'ai rencontré en Afrique du Sud, qui a commencé en 2002. Et il a fondé une agence de voyage qui s'appelle Rock Jumper, c'est le nom d'un oiseau sud-africain endémique, tout à fait passionnant, mais ce n'est pas le sujet ici. Au début, il ne faisait que des voyages en Afrique, et puis maintenant, il va partout dans le monde. Pourquoi est-ce qu'il a eu tant de succès par rapport à moi, qui est toujours trimé en tant que guide? C'est simplement parce qu'il le fait en anglais, et pas en français. Le public anglophone est énorme, alors que le public francophone est très limité. Il faut savoir qu'en 92, quand j'ai commencé à guider, j'étais le seul guide francophone professionnel en Europe, a priori. En tout cas, je dis ça depuis lors, et j'ai jamais trouvé personne qui m'a contredit. Alors que Adam a commencé, alors qu'il existait des agences de voyage importantes, notamment en Angleterre, aux États-Unis, il y a BirdQuest qui est connu, il y a Ornitholidays qui est connu, il y a Sunbird, et il y en a d'autres. Et donc il est venu leur faire concurrence en faisant notamment des prix inférieurs. Et donc je vous montre un de leurs voyages pour comparer avec ce que je vais vous proposer et que vous ayez une idée de ce qu'on fait et du rapport qualité-prix. Alors ici j'ai pris sa page en français, mais c'est traduit par Google, il y a beaucoup d'erreurs. Je vous montre notamment les noms des oiseaux. Donc évidemment, rouge-queue de moussier ne s'écrit pas comme ça. Il n'y a pas de paruline au Maroc, c'est fauvette de l'Atlas, et pas paruline de Tristram. Perdrix de Barbarie, c'est en fait perdrix gambra. Pic de Levaillant, c'est correct, mais il manque la majuscule à pic, bon. Bavard fulvus, alors là, ça a été très mal traduit, c'est Fulvus chatterer, qui est en fait le cratérope fauve. C'est vrai qu'il n'est pas endémique, mais c'est un des oiseaux les plus passionnants du Maroc. Pareil, hein, je sais bien où le trouver, j'aime bien l'observer, et souvent quand j'en trouve, je parviens à faire des belles observations, donc j'y crois. J'y crois aux belles photos. Mésange bleu d'Afrique, c'est la mésange maghrébine. Pinson à El Cramoisi, c'est évidemment le roselin de l'Atlas. Bref, je ne vais pas refaire toute la liste. Et donc, il parle du voyage au Maroc, des mammifères, du climat. Le climat, oui, je précise, avril-mai, c'est vraiment la meilleure période pour y aller. Les ciels bleus sont magnifiques. Rythme de la vie. Alors c'est très intéressant parce que rythme détendu, quelques longs trajets, marche peu exigeante. Alors, marche peu exigeante, je veux bien croire, parce qu'ils vont passer leur voyage dans une voiture, dans un minibus. Je vais vous montrer. Alors, 175 à 210 espèces, ça me paraît pas exceptionnel pour Rock Jumper. Pourtant, c'est réputé maintenant comme une des meilleures agences de voyage. Alors, le but, c'est pas de faire des longues listes, mais ça vous donne un ordre de grandeur. Regardez, j'ai publié un rapport de voyage à l'époque sur Ornithomédia. Vous voyez, c'est un rapport de 2003. Et je disais, le nombre d'espèces observées est relativement normal, près de 240. Donc je suis largement au-dessus de ce que propose Rock Jumper. Et pourtant, Rock Jumper, je vais vous montrer leur itinéraire. C'est un truc assez fou. Alors oui, j'ai téléchargé leur document officiel. Alors il y a deux choses qui vont vous frapper, c'est leur itinéraire et le prix. Alors je trouve que leur couleur bleue est assez mauvaise, mais ils vont partout, en 13 jours. Alors, ils vont passer du temps dans les voitures, ça va être la folie. Donc Rabat, Casablanca, Marrakech, Agadir, toute la vallée du Souss ici, vers Ouarzazate, ils ont raison d'aller là, hein, ceci dit. Tout le sud de l'Atlas, c'est là qu'on voit à peu près toutes les spécialités. Hein. Et puis ils vont vers Merzouga, hein, ça c'est vraiment les dunes de sable, rien que pour le paysage ça vaut la peine, mais il y a aussi le moineau du désert, etc. Le moineau blanc peut être séparé en deux, bref, je ne reviens pas sur les oiseaux. Mais ils vont aussi dans tout le Moyen Atlas. C'est un long trajet, il est sympathique, hein, c'est très beau, mais c'est de la route. Et puis ils vont carrément dans le nord hein, pour chercher. C'est bien, hein, j'adore cet endroit, mais vous voyez les distances, ce sont des heures et des heures de route en 13 jours. Moi j'ai fait cet itinéraire, je le faisais en 16 jours, et en fait j'ai arrêté parce que c'était trop de voitures. Et alors on faisait plus qu'un itinéraire dans le sud, et on faisait un voyage dans le nord séparé, parce que sinon c'était plus de voitures que d'observations. Et donc, bon, vous irez lire, vous irez télécharger si vous voulez, hein, je ne vais pas faire tout le tour, mais vous avez compris. Ils vont passer beaucoup de temps dans les voitures et presque pas à pied sur le terrain. Donc, le public est souvent très âgé et ça leur convient comme ça. Hein, ils montent des dunes de sable aussi. Alors, regardez le prix, hein, c'est quand même intéressant.
Ils disent, voilà, donc ça comprend tous les repas, l'eau en bouteille, avec moi c'est de l'eau en grande bouteille recyclable, ça limite le plastique. Alors malheureusement, Rock Jumper n'est pas écolo, ça c'est vraiment dommage. Évidemment les logements, les transports, en tour en bateau, ça c'est vrai que je ne l'ai pas dans mon programme, on pourrait l'imaginer, mais je n'ai pas les contacts qu'il faut. Les prix des parcs nationaux, en général, ils sont tous gratuits. Et alors, évidemment, les guides, qui coûtent très très cher dans ce cas de voyage, mais ici, ils ne donnent pas les détails. Et alors, comment ça s'appelle en français, les pourboires. Mais ça ne comprend pas les vols, etc. Alors, ils disent que sur leur site, on peut aller voir le prix. Eh bien, on va aller voir ça. Alors, allons voir les prix, date, dirigeant, ça veut dire guide, et tarif. 3 295 € pour 13 jours. Et tout est complet. Pourquoi? Parce que c'est moins cher que les concurrents anglais et américains. Et donc longtemps à l'avance, ils sont complets. Vous imaginez le prix. Hein? On est dans du plus de 200 € par jour. Et donc quand je dis sur la couverture que si vous me rejoignez au Maroc, vous aurez 50%, bon, c'est une façon évidemment simpliste de le dire pour attirer votre attention, mais c'est vrai. Si vous venez de 2 semaines au Maroc, ça vous coûtera moins de la moitié de ce que vous voyez là, probablement nettement moins, ça dépend un petit peu si vous avez certaines exigences ou pas. Et donc, si ça vous intéresse, évidemment contactez-moi, on discutera du niveau de logement que vous souhaitez, c'est surtout de ça la question. Et alors, peut-être de certaines visites comme le tour en bateau qui pourrait augmenter un petit peu le prix du voyage s'il faut l'organiser spécialement pour vous, mais on restera de toute façon à moins de la moitié d'une telle somme. Donc ça, c'est quand même important que je vous le dise. Pourtant, j'ai regardé les logements. Évidemment, il y en a qui ont changé depuis lors, lorsque je guidais. Mais je vous montre quelques images à l'écran. Ce que je vais vous proposer comme logement, c'est tout à fait sympathique. Et surtout, il y a quelque chose d'important, d'unique, encore une fois. Quelque chose qui n'arrivera sans doute plus jamais. Vous savez que ma compagne, Marinella, est cuisinière. Elle travaillait dans des restaurants aux Philippines. Et parmi nos objectifs au Mexique, quand on va s'installer, c'est une des premières choses qu'on va faire, c'est ouvrir un restaurant. On a déjà les contacts, les investisseurs, on va dire de façon simple, on a tout ce qu'il faut. Il nous manque juste son visa pour le faire. Une fois qu'on a ces documents, on y va. Mais elle est expérimentée. Et en plus, depuis lors, depuis qu'on voyage ensemble, elle cuisine quasiment tous les jours, mais dans des conditions quand même moins bonnes qu'avec une bonne cuisine équipée. Et pourtant, elle fait des choses vraiment extraordinaires. Je vous ai mis à l'écran des photos de repas qu'elle avait faites aux Philippines au niveau professionnel. J'avais déjà utilisé ces images dans la vidéo à la fin du voyage. Je rajoute quelques images de ce qu'elle a cuisiné avec moi, pour moi, dans des conditions plus difficiles, avec simplement une petite casserole électrique. Bref, c'est vraiment une cuisinière hors pair, et je ne dis pas ça parce que c'est ma compagne, je le pense vraiment. Et en fait, l'idée au Maroc, c'est qu'on va louer des villas ou des appartements selon le nombre de personnes et le budget souhaité par ces personnes, avec cuisine, et elle cuisinera pour nous, peut-être pas tous les repas, on peut aller aussi au restaurant de temps en temps. Et évidemment, si ça vous plaît pas, vous pouvez toujours aller au restaurant, mais ça m'étonnerait que ça ne vous plaise pas. Donc, voilà, c'est un peu en bonus, une cerise sur le gâteau, voire pourquoi pas pour certains, l'occasion de rencontrer Marinella et sa cuisine sans devoir aller au Mexique ou aux Philippines. Je crois qu'elle cuisinera rarement plus près de la France, sauf si un jour, évidemment, elle est en visa pour entrer dans l'espace Schengen, mais c'est vraiment pas notre objectif pour le moment. Donc je vous propose quelque chose de vraiment unique. Alors l'itinéraire, eh bien en itinéraire, j'en ai déjà fait un. C'est-à-dire que il y a quelque chose que vous devez savoir, qui est important, c'est que nous, après le Maroc, on va au Costa Rica. Et c'est de là qu'on va demander le visa pour le Mexique, pour Marinella. C'est un pays où l'ambassade va nous recevoir personnellement, sans rendez-vous, sans difficulté. Ils ont très peu de travail parce que, eh bien, les Costa-Ricains n'ont pas besoin de visa pour aller au Mexique, à ma connaissance. Et si c'est le cas, en tout cas, c'est très facile pour eux. Et donc, il n'y a pas, comme aux Philippines, une liste d'attente de gens qui essayent de s'expatrier à tout prix. C'est pas du tout la situation. Pour aller au Costa Rica depuis le Maroc, c'est assez cher, mais on a des opportunités intéressantes pour l'instant. Donc, on va prendre le vol rapidement ce mois-ci. Et donc, si vous nous rejoignez au Maroc, il faudra qu'on en parle rapidement parce qu'on changera alors nos plans. On prendra un vol beaucoup plus tard dans l'année.
Marinella a toujours des problèmes pour voyager pour des histoires de visa, mais au Maroc, elle peut rentrer sans visa 3 mois. Donc, si vous voulez venir au mois de mai ou début juin, on peut rester, on arrive le 3 avril, on peut rester jusqu'en juin. Concernant les dates, on les fixera en fonction des premières personnes qui nous contacteront, mais a priori l'itinéraire que je vous montre, ce serait pour début mai. Pourquoi? Parce qu'en avril, je compte rentrer en Belgique quelques jours, seul. Marinella sera seule au Maroc. Et en fait, une des raisons pour lesquelles on fait ce stop au Maroc, c'est pour le plaisir d'aller au Maroc, bien sûr. Le total du voyage pour aller au Costa Rica, c'est pas plus élevé que si on avait pris le billet directement d'Inde. Donc c'est une belle opportunité. Mais en plus, je dois absolument passer en Belgique. Donc j'aurai le plaisir de voir ma maman, mais de régler mes petits soucis. Et ça, ce sera en avril. Donc en mai, je peux guider un ou plusieurs voyages, selon, évidemment, les personnes qui sont intéressées. Alors, en itinéraire qui peut se faire en 15 jours, qui est très sympathique, je ne vous donne pas ici tous les détails des logements, etc. Si les personnes sont intéressées, vous me contactez, on étudiera ça ensemble. L'idée, c'est d'atterrir à Casablanca ou à Marrakech, selon les vols, voire à Agadir, mais ils m'ont l'air beaucoup plus cher. Éventuellement à Rabat, et alors vous prenez le train, voire à Tanger, il y a des vols très bon marché sur Tanger, mais Tanger c'est quand même loin. Mais il y a des trains pour Casablanca, enfin on peut de toute façon s'arranger. Éventuellement Essaouira aussi, il y a des low cost de Ryanair, mais il y en a peu, donc à voir. Mais on peut s'arranger si vous atterrissez à Essaouira, qui est une très belle petite ville. A priori, si vous y atterrissez, on logera une nuit. Si vous n'y atterrissez pas, on ne fera que la visiter en journée en allant de la région ici d'Oualidia, qui est assez géniale pour les oiseaux migrateurs, vers Agadir. Ça, ce sont des petits détails pratiques à régler une fois que vous me contactez. Ensuite, on logera évidemment à Agadir, où il y a les fameuses embouchures de l'Oued Souss et de l'Oued Massa. On traverse la vallée du Souss avec une chance de voir les rapaces, notamment l'aigle ravisseur, vers Ouarzazate. Et alors là, on peut faire en circuit, dans le désert, avec un logement principal du côté de Merzouga, près des dunes de sable, pour aller chercher toutes les spécialités du désert. Je dirais que ça, c'est un des clous du spectacle. Ensuite, on revient avec éventuellement un stop ici, sur les plateaux rocailleux, pour aller voir les alouettes. C'est aussi ici qu'il y a les gorges du Todra et du Dadès, des très beaux paysages, et peut-être le Roselin de l'Atlas, une première chance. Et puis alors, je dirais que le deuxième point principal, c'est Marrakech, avec des expéditions dans le Haut-Atlas, pour le Roselin de l'Atlas, la Fauvette de l'Atlas, le pic de Levaillant, et en fait toutes les spécialités donc d'altitude. Et puis de là, revenir vers la ville d'où vous volez, Casablanca, etc. Il y a des trains, il y a des TGV en fait pour Tanger. Enfin, TGV, je ne sais pas s'il est TGV sur tout le long, mais il y a un train rapide pour Tanger, si jamais vous avez pris le vol de Tanger, qui a priori est le moins cher. Donc voilà, ça c'est dans les grandes lignes. Et c'est un voyage qui, contrairement au voyage de Rock Jumper, est un voyage plus confortable parce qu'on roule beaucoup moins, on passe pas notre vie dans les voitures, et on a le temps de marcher, de profiter des beaux endroits, et on loge dans des endroits sympathiques, souvent avec piscine, où on peut se détendre. Ceux qui veulent cuisiner avec Marinella pour découvrir ces recettes peuvent éventuellement le faire. Donc on peut faire de l'ornitho intensément pour ceux qui veulent, et un voyage plus cool pour ceux qui veulent, ce sera tout à fait flexible. Voilà, donc ça c'est l'idée dans les grandes lignes. Je ne vais pas rentrer dans plus de détails, je vais voir s'il y a un intérêt ou pas. S'il y a peu d'intérêt, c'est pas grave, et s'il y a beaucoup d'intérêt, tant mieux, on fera un ou deux groupes. À l'époque, dans les années 90-2000, quand j'allais au Maroc, j'avais souvent 2-3 groupes. Mais comme je n'y ai plus été depuis près de 20 ans, je ne sais pas comment le public a évolué, comment l'intérêt qu'ont les naturalistes pour le Maroc a évolué. Peut-être qu'ils ont déjà tous été au Maroc et n'ont plus envie d'y retourner. On va voir ça. Sachez qu'il y a moyen de faire quelque chose dès qu'il y a une personne, tout en restant dans des tarifs, comme je vous dis, beaucoup moins chers que les voyages ornithologiques du marché. Donc si ça vous intéresse, contactez-moi très vite. Ça c'est le point crucial. Parce que sinon, je vais profiter des prix bon marché. On prendra sans doute en vol vers le Costa Rica du côté du 26 avril. Pour l'instant, il y a un très bon prix le 26 avril. Si vous me contactez et qu'on réserve quelque chose, et je vous dis, dès qu'il y a une personne, on peut le faire. On peut repousser le voyage d'un mois, voire plus. On aura alors plus de temps d'ailleurs pour réserver le voyage, parce qu'il y a toutes les semaines des bons prix.
Mais au 19 avril, je vois qu'il ne reste plus qu'une ou deux places. De toute façon, le 19 avril, c'est un peu trop tôt pour nous. Mais le 26, pour l'instant, ça va, mais j'imagine que l'avion sera vite complet, vu la différence de prix avec les autres propositions. Voilà, donc, cette vidéo est un appel urgent pour ceux qui veulent nous rejoindre au Maroc, profiter d'un voyage vraiment unique. Alors, je ne dis pas ça pour en faire une publicité mensongère, unique parce que c'est peut-être la dernière fois de ma vie que je guiderai au Maroc, unique parce que vous aurez la gastronomie de Marinella, et je dirais que le voyage vaut le détour rien que pour ça, parce que... Alors, il y a une cloche qui a sonné, qui m'a interrompu, c'est amusant, ça veut dire que c'est l'heure du repas peut-être. Trêve de plaisanterie, vraiment, le voyage vaudra la peine aussi pour ce côté confort. Évidemment, ce sera un voyage le plus écologique possible, vous me connaissez, c'est une des raisons pour laquelle j'ai arrêté mon agence de voyage en Ouganda, c'est que je voulais choisir des solutions plus écologiques, et à l'époque j'avais très peu de soutien. La mentalité a évolué, il y a beaucoup plus d'écologistes maintenant en Europe, il y a beaucoup plus de végétaliens, vous savez que être végétalien est le premier acte écologique, j'en ai beaucoup parlé, et la gastronomie de Marinella est évidemment végétalienne, et donc vous allez découvrir des choses inoubliables. Si vous êtes végétalien, vous aurez sans doute en voyage, comme vous n'en avez jamais eu, parce que vous cherchez souvent des solutions et vous êtes souvent déçus, je sais ce que c'est. Si vous ne l'êtes pas, ou pas encore, vous allez découvrir une gastronomie à laquelle vous n'avez jamais eu accès, j'en suis certain. Et donc, je dirais que l'expérience en soi vaut le détour. Et quand je dis vaut le détour, sachant que les vols pour le Maroc sont très bon marché. Donc, quand je parlais du vol de Tanger bon marché, c'est un vol à 64 € depuis Bruxelles. C'est en ordre de grandeur, je sais très bien qu'il y a des vols équivalents depuis la France, j'ai pas tout regardé. Si vous êtes intéressé et que vous partez de France, eh bien on regardera ensemble, évidemment, les différentes possibilités. J'ai l'habitude d'acheter des billets d'avion. Je vous donnerai un coup de main également. Voilà, si vous avez des commentaires, des remarques, des questions, n'hésitez pas à les faire sous la vidéo. Si vous êtes intéressé, contactez-moi en privé. Il y a plusieurs manières de me contacter. Le mieux, c'est par email. Je mets l'adresse devant vous ici. Vous pouvez me contacter en Messenger sur Facebook. Et puis, évidemment, si vous faites un commentaire dans mon site internet ou via la page de contact de mon site internet ou sous la vidéo et que vous m'interpellez, je vous dirai éventuellement d'autres solutions. J'ai Skype, j'ai WhatsApp, j'ai tout ce qu'il faut pour communiquer avec vous très facilement. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout, j'espère que ce projet va vous donner une forte envie de voyage. Le Maroc, c'est un pays absolument fabuleux, et quand on vient d'Europe, on est à la fois dépaysé, et à la fois on rencontre beaucoup d'oiseaux qu'on connaît, mais souvent beaucoup plus facilement. Il y a plein d'oiseaux assez rares, dans le sud de la France, difficiles à photographier, je peux citer la Glaréola collier, le Gangakata, etc., qui sont beaucoup plus communs au Maroc qu'en France, et donc c'est un plaisir de voir tous ces oiseaux en quantité. Et je sais que les ornithologues ont toujours des expériences fabuleuses au Maroc, c'est pour ça que j'ai guidé autant de voyages dans ce pays. Je vous dis donc à très bientôt, peut-être.